Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir la comédienne, autrice, chanteuse, metteuse en scène Stéphane Bissot. Alors, apparemment, je me suis déjà trompée, donc Non, non, tu vas non, rectifier. non, c'est pas vrai. En fait, non, en fait, t'as raison. Mais c'est parce que, comme c'est un truc que j'assume pas encore pleinement, mais j'ai Ah mis oui, qu'on te accepter mette dans des juste. cases? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Alors que Mais oui. je fais les choses un peu, c'est comme si tout répondait, tu vois, c'est comme si tout se tenait. Et faire une mise en scène, c'est-à-dire rentrer un dossier, décider d'aller voir des partenaires de production, faire tout un truc. Ça, j'ai pas fait, mais j'en ai fait, mais ça s'est mis. La dernière, c'était une lecture spectacle érotique, par exemple, et ça s'est mis un peu. On a commencé en collectif, et puis finalement, c'est moi qui ai géré, et puis voilà. Enfin bon. Oui. Bah, en tout cas, bonsoir, hein. Merci d'avoir Bonsoir. accepté mon invitation. Et en plus, Mais c'est aussi, chouette. je te fais des grands signes parce que je pensais pas que j'étais déjà à l'antenne, hein, moi. Ah, voilà, c'est ça. Bah, c'est Je super, pensais qu'il c'est y avait que comique. toi qui me voyais. Oui, Mais c'est à l'image un peu de ce que nous sommes, hein, finalement. Chapi chapeau, comme on disait juste avant. voilà, pardon. Bah alors, je voulais savoir. Pas de souci, on peut passer la demi-heure à rigoler si tu veux. Voilà, voilà. Mais pardon. Comment vas-tu? Bah, tu as l'air d'aller bien, mais je vais pas te répondre à ta place. Mais ma foi, oui. Effectivement, tu vois juste. Excuse-moi. Oui, je vais bien, oui. Oui, moi je vais bien. La situation va pas bien. À un point de vue macro, social, culturel, tout ça, ça ne va pas. Mais d'un point de vue intime, c'est le pied en fait même. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah ça, c'est une bonne nouvelle et c'est vrai que la situation générale et la situation personnelle, effectivement, il y a parfois des décalages. Et donc, comme je disais toujours à d'autres, comme je disais à d'autres invités, c'est vrai que cette période-ci a permis à beaucoup d'entre nous de se remettre en question, d'avancer sur certains dossiers, de revenir à soi. Donc, il y a des points positifs dans tout ça aussi. Oui, vraiment. Comment l'as-tu vécu justement depuis mars? Mais c'est vraiment ça, c'est comme si le monde faisait une révolution et moi à un niveau intime aussi. Alors je suis, comment dire, très fâchée, enfin je sais pas si c'est le bon mot, puis que je suis pour être fâchée, mais bon voilà. Je suis quand même très fâchée sur le politique et la gestion de la crise en général et leurs choix politiques, parce qu'à un moment donné c'est plus des choix sanitaires, c'est des choix politiques, ceux qui font à la culture, ceux qui font aux universités, ceux qui font aux jeunes en général et la manière dont ils imposent des choses sans penser qu'on a un libre arbitre et qu'on est grand assez pour savoir si on a envie d'avoir très peur ou pas, est scandaleuse. Mais moi, vraiment, j'ai commencé par être très malade pendant le premier confinement, rien à voir avec le Covid. Je dis j'y tiens. Moi aussi. Et puis après, c'est enchaîné une période de jeûne, perte de poids, remise en question, déménagement, enfin un peu dans le désordre. Ça fait Euh, beaucoup quand même, hein? ouais, Ouais, c'est assez, comme résidence, tu dis, c'est une révolution. vraiment, résidence d'artiste, écriture, rencontre amoureuse, enfin tout le tout. Santé, ah! Santé, dis donc. Mm. Mais oui, justement, on voit quand même que tu as perdu du poids et c'est vrai que donc ta maladie, ça va, c'était pas trop grave. Comme, Tu m'as pas entendu? si, je t'ai entendu, mais je ne sais pas si je peux raconter ça sur Facebook. Non, Mais, non, non, mais juste nous dire si, voilà, si on mais est content de grave, savoir que tu vas mieux, quoi. je vais très bien. Et c'était pas du tout, c'était très inquiétant, mais il n'y a pas de souci et tout va bien. Et je suis en pleine santé et ça m'a même permis de renettoyer toute la machine et j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans et d'être réouverte à la vie. C'est comme si tout m'avait retraversé, quoi. C'est comme ça, Oui. si j'avais un peu une seconde chance ou quelque chose comme ça. Mais oui, mais ce que tu me dis là me déjà fait écho à ce que disait Isnel da Silveira la semaine dernière, qui est passé un peu par la même chose que toi. Et deuxièmement, ça fait aussi écho à ton spectacle, en fait, après nous les mouches, par rapport à ce que tu en dis dans les médias. Je sens qu'il y a aussi ce mouvement de la vie, voilà, de tout ce qu'on traverse et comment on les transcende. Et voilà, tu es quelqu'un de résilient par nature. Je suis forcée de le constater, oui. On passe par le petit chat de l'aiguille, et puis après. Mais c'est vraiment un choix hein, à l'intérieur de se dire je m'accroche, j'ai envie de vivre en fait.
j'ai envie de vivre. Et si on vit, bah alors c'est pour vivre fort. Et donc, Oui, c'est faire des rencontres importantes, ne plus faire les mêmes erreurs, être un peu une version meilleure de soi, si c'est possible. Mais je trouve que c'est une dynamique intérieure claire. C'est pas oui. un hasard quoi, d'aller bien. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, pour continuer un peu sur notre lancée, j'aime bien dire comment on s'est connus. Donc, nous deux, on s'est connus à l'époque où je travaillais au Théâtre Varia, donc de 2001 à 2003. J'étais relations publiques et je te voyais passer. Le souvenir que j'en ai, c'est que tu étais venu faire un atelier d'acteur pendant plusieurs jours et je te voyais passer. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de toi, mais tu ne t'en rappelles pas, donc je ne t'en veux pas. Mais bien après, toi, tu as le souvenir qu'on s'est vu au bar du matin à Saint-Gilles, donc ça c'est beaucoup plus probable effectivement qu'on se soit vu autour d'un verre à maintes reprises. Et donc Et c'est il voilà, y a parlé culture et cinéma, justement, déjà. tout à Pareil, fait. amour du cinéma belge et amour de l'art et des artistes en général, des arts de la scène, des arts vivants qui souffrent pour le moment. Oui. Oui, exactement, exactement. Et donc, pour continuer sur ton parcours, en fait, j'aime bien faire des liens aussi avec les invités que j'ai eus précédemment. Et ici, j'ai vu un lien avec Ingrid Eiderscheid et Bouanga Pili Pili parce que tu as joué dans Bienvenue à Marly-Gaumont. Et ensuite, en préparant notre rencontre ce soir, j'ai vu Madame Astrid au tribunal dans le cadre de la série Melting Pot Café et c'était avec Enrico Salamone. Donc voilà, c'est ça qui est chouette quand on prépare les rencontres, c'est qu'à un moment donné, on voit des connexions qu'on ne connaît pas et qu'on découvre et c'est Bah, ça que j'aime bien dans ces conversations. notre milieu n'est pas grand, hein, l'air de rien. Et donc, j'ai envie de dire, tous les gens passionnants avec qui on peut bosser, j'espère qu'on a la chance de le faire. Donc, on se retrouve à un moment donné. Voilà. Et Ingrid, ça a été une grande, grande histoire parce qu'on a fait ensemble notre tout premier téléfilm passé sur France 3, genre en 2001. Un premier casting de foot, justement, un Voilà. téléfilm sur le foot féminin. Et nous, à l'époque, on organisait dans une usine de chocolat qui s'appelait le Clos Cacao des soirées clash avec Elisabeth Ancion et Catherine Salé. Et c'était des soirées qui regroupaient une trentaine d'artistes sur un thème. Je me souviens qu'on avait fait une soirée clash série, par exemple. On avait proposé à tout le monde de faire des sketchs sur des séries télé. Et nous, on proposait une présentation et un DJ qui mettait de la musique pour faire le lien dans tout ça. Moi, j'écrivais des sketchs pour nous. Enfin, des sketchs, oui, des sketchs pour nous. Et les gens amenaient des scènes ou des moments de théâtre ou des moments de cirque. Enfin, ça, il y avait toutes sortes d'artistes. Et Ingrid est venue faire un Miss Record à Ah l'époque. oui. Donc, oui, c'est une grande amie, Ingrid. C'est vraiment une grande amie. Elle était là, enfin, professionnellement et intimement. C'est quelqu'un qui compte très fort. Mais Et oui, et ça Boanga, ne m'étonne pas. Oui. et Boanga, bien sûr, là, on a joué ensemble dans Bienvenue à Marly-Gaumont, mais on s'est aussi rencontrés plus par le théâtre, en fait, et via une amie productrice commune. Et donc, je suis allée la voir jouer, elle est venue me voir jouer. Moi, je l'ai adorée dans Hate Radio, que j'avais vu au Kai Théâtre, si je me souviens bien. Et elle est venue voir bah, Après nous les mouches. Et il y a une évidence, quoi. Il y a une connexion, il y a une évidence. Et puis, du coup, c'était génial de se retrouver sur Bienvenue à Marly-Gaumont vieilli, parce qu'en plus, la scène qui nous a réunis, parce que souvent les acteurs, on joue pas ensemble en fait, enfin, on joue dans le même film, Voilà. mais on se croise pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément de scène ensemble, c'est souvent quand on fait des seconds rôles, comme nous les Belges souvent sur des coproductions françaises, les rôles principaux sont souvent français, et donc on joue avec eux en général. Et Boanga, on était à une scène d'enterrement, il nous avait vieilli, donc on avait quoi, 70 ans, Oui. 80 ans, on enterrait, et c'est drôle de se voir toutes maquillées, vieillies, toutes les deux, voilà, je me souviens de ça. Oui, c'est un très beau film, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc Bienvenue à Marly-Gaumont de Julien Rambaldi sur l'histoire du papa de Camini avec Marc Zingad et Aïssa Maïga. Donc, et alors pour revenir à Ingrid et alors votre fameux film sur le foot, donc ma surprise a été en préparant cette conversation de le voir que tu es né à Raucourt et que ton papa qui était footballeur, a joué au Sporting de Charleroi, mais aussi au Royal Football Club de Liège, donc le RFCL. Et donc moi j'ai grandi à Raucourt, à 5 minutes de ce stade de foot. Et le foot, bah, c'était toute mon enfance vu que mon père était un grand fan de foot. Donc tu es Et une donc joueuse.
Apparemment, J'ai joué quand j'étais petite. J'ai joué avec les enfants dans le quartier et j'étais pas une grande joueuse, non, c'est sûr que non. Mais c'est vrai que petite, je m'y connaissais pas mal en nom de joueur. Je regardais les coupes du monde avec mes sœurs et tout. Donc à l'époque, j'arrivais quand même à tenir une conversation. Maintenant, plus du tout. et Mais bon, t'avais pas c'était peur du marrant. ballon? Comment? Tu n'avais pas peur du ballon? Non, pas spécialement. Et d'ailleurs, parfois, j'étais au goal pour te raconter tout. Quand j'étais enfant, j'adorais faire la roue, le poirier. Et donc, parfois, je ratais des buts bêtement parce que j'étais en train de faire une roue et que la balle passait à ce moment-là. Donc, c'est pour te Oui. dire à quel point je jouais bien. Mais c'est marrant de voir que parfois, on a des points communs et qu'on ne les soupçonne pas. Donc, c'est vraiment une belle surprise pour moi parce que ça m'a ramené directement à mon enfance. Et donc, oui, tu as joué dans ce film sur le foot féminin. Et donc, c'était un beau clin d'œil à ton papa aussi, finalement. Mais c'est un piston, hein. Moi, bon, après, c'est un téléfilm, hein, c'était pas encore du cinéma, mais c'était le premier téléfilm qui m'a valu d'avoir un agent, parce que plusieurs personnes m'ont proposé de me représenter à Paris à ce moment-là. Et j'ai rencontré encore mon agent actuel, par exemple. Et je me souviens aussi d'avoir rencontré Gérard Houry, qui était là à la projection, qui m'avait trouvé éminemment comique. Et donc, Oui. venant de la bouche d'un grand homme, d'un grand metteur en scène comme lui, c'était évidemment très, très émouvant. J'ai aussi Mais découvert. quelqu'un d'autre a trouvé éminemment comique. J'ai vu dans Oui, une interview, c'est Pierre Richard, oui, tout à que fait, j'adore aussi. tout à Quelle fait. chance! Ben, honnêtement, oui, ça, c'est des gens comme ça. Pierre, il m'avait envoyé un petit SMS Festival de l'Alpe d'Huez en me disant, mon Dieu, enfin, pas mon Dieu, ça c'est moi qui m'exprime comme ça. Il avait dit, qu'est-ce que tu es drôle, qu'est-ce que tu m'as fait rire, merci. Genre, je me souviens d'en avoir pleuré, puisque, Ah bon, bah oui. voilà. Mais sur le foot féminin, nous, par exemple, on s'entraînait avec l'équipe féminin d'Anderlecht et on n'était pas très crédibles. Donc, les vrais, oui, mais nous, pas du tout, les 5 comédiennes. Donc, genre, on était très volontaires, tu sais, comme les actrices, on avait très envie de bien faire. Donc, la balle arrivait, on courait toutes dessus, et puis, elle retombait, et on partait en criant comme des filles, quoi. Donc, on n'était pas très. Voilà, je trouve que le réalisateur, Jean-Marc Vervoort, qui est déjà le réalisateur de. Enfin, Melting pot. voilà, avec qui j'ai retravaillé après, a eu bien du mérite de réussir à nous filmer à jouer au foot parce qu'on n'était pas doués. Mais si je me souviens bien, Ingrid avait raconté que le premier jour de l'entraînement, c'était quand même balèze. On essayait quand même Ah, bah, de. ah oui, oui, on essayait vraiment de le faire bien, mais j'ai un souvenir qu'on était. Enfin, attention, à la fin des 15 jours, on a progressé, hein. Bah oui, Quand même. je n'en doute pas. Mais c'est ça, si vous vous entraînez tous les jours à fond, à un moment donné, ça se voit. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Pour revenir à ton parcours académique, dirons-nous, tu as fait le conservatoire de Bruxelles et après, tu as voulu faire le conservatoire de Liège? Oui, en fait, j'ai fait le conservatoire de Bruxelles parce que. Est-ce que ça fait bien de dire 121? Je m'en fous, je le dis. Mais j'ai pas mon diplôme de recto, moi. Donc, je voulais rentrer à l'INSAS et à l'INSAS, il fallait un diplôme de secondaire que je n'avais pas. Et donc, les seules écoles à l'époque où on pouvait entrer malgré, enfin, sans avoir de diplôme, c'était les conservatoires, puisqu'ils prenaient les acteurs, enfin, les apprentis acteurs sur examen d'entrée uniquement. Et donc, bah, je me suis dit très logiquement que j'allais tenter le conservatoire de Bruxelles, puisque je vivais à Bruxelles. Et ils m'ont pris, ils ont eu la gentillesse de me prendre. Je pense que le plus gros trou de ma vie, c'était à cet examen d'entrée. Je me souviens d'avoir fait une scène de Phèdre, Racine, qui est un auteur dont j'étais mais complètement bleu quand j'étais gamine, et d'avoir eu un blanc pas possible, et Pierre Laroche de me dire, donc qui était le professeur, le chef, j'ai envie de dire, enfin le maître de section à l'époque, de me dire ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ça arrive même aux plus grands. Nous allons passer à la scène moderne et nous reviendrons à la scène classique ensuite. J'avais trouvé ça d'une élégance folle. Donc j'avais fait un Pasolini ensuite. Et moi, j'étais allée là. Et puis Pierre, justement, son équipe que j'aimais beaucoup, prenait sa retraite. Donc je fais partie de la dernière, comment on appelle, de la dernière volée d'étudiants qu'il a formés. Et donc, ben, on ne savait pas très bien quel professeur allait arriver et prendre sa charge de cours, prendre la suite. Et moi, dans le doute, je n'avais pas envie de rester. Et donc, j'entendais beaucoup parler par des copains, étudiants, des jeunes de ma génération du Conservatoire de Liège. Et je me suis dit, bon, écoute, je retente un examen à Liège et je passe en troisième, par contre, tout de suite là-bas.
Et ils m'ont Et donc, tu reprise. n'as pas coïncidé avec Ingrid à ce moment-là? Vous n'étiez pas en même temps? Si, mais on n'était pas dans les mêmes classes et on s'est rencontrés, mais si, dans les mêmes périodes, mais pas exactement au conservatoire. On s'est rencontrés aux premières rencontres, je pense, parce qu'à l'époque, il y avait un festival Premières Rencontres au Théâtre de Poche, organisé pour justement montrer les exercices de fin d'études de toutes les écoles supérieures d'art, enfin d'art dramatique de Belgique, enfin de Belgique francophone. Euh, et je pense que c'est là que j'ai rencontré Ingrid, si je me souviens bien. Mais elle était dans la classe d'Alain Jacob, si je dis pas de conneries, et un an ou deux au-dessus, je crois. Mais on s'est croisés là, ouais. Et comment s'est passé alors ton début de carrière dès que tu as terminé, quand tu as eu ton diplôme? Euh, voilà, comment as-tu mis les pieds dedans, dirons-nous? Mais moi, j'ai eu quelque part beaucoup de chance. Ça a démarré vite et très naturellement, hein, puisque j'ai fait des humanités artistiques. Donc, j'ai su très jeune que je voulais être actrice. J'ai eu la chance de doubler ma 4e secondaire. Et donc, j'ai changé d'école et je me suis retrouvée à l'Athénée Charlie Sens. Je venais de Jacquemin, un lycée, c'était très bien, mais c'était voilà, autre chose. Je me suis retrouvée à l'Athénée Charlie Sens. Et là, j'ai découvert en 4e qu'il y avait des humanités artistiques, c'est-à-dire la possibilité d'avoir comme option principale théâtre. Là, j'ai trouvé ça absolument dingue que ça existe. On ne peut pas changer légalement de section entre la 5e et la réto. Non. Par contre, tu vois, donc si j'avais pas doublé, bah, j'aurais pas pu faire ça. Et donc, comme j'ai doublé ma 4e, je l'ai su pendant le courant de l'année, pendant la 4e, et j'ai demandé à aller en humanité artistique en 5 et 6. Et là, c'était la passion, quoi. Je ne faisais plus que ça. C'est là que j'ai découvert Coltès, Peter Hank, Racine, grâce à Dominique Serron, qui était professeur d'art dramatique là-bas. Annette Brodcom, déclamation, Manuela Sanchez, qui était en voix. Je me souviens des filles passionnantes, enfin des artistes passionnantes. Et moi, je suis tombée en amour avec le travail de Dominique Serron à l'époque, qui était donc ma prof, et qui m'a, entre guillemets, très naturellement proposé mon premier rôle au théâtre quand je suis sortie de l'académie, quoi. Donc j'ai fait 1 an au conservatoire et en 2e, je jouais dans une pièce de Dominique. Voilà, donc c'était le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, c'est bien ça? Non, Non? j'ai fait plusieurs spectacles avec Dominique Serron. Effectivement, c'est elle qui l'a mis en scène. Mais le premier spectacle, c'était le Décaméron, Oui. d'après Boccace. Et voilà. Mais j'avais 20 ans. Et à l'époque, j'étais tellement passionnée. C'était les cours d'art dramatique au conservatoire, c'était les répétitions avec la compagnie, c'était faire barmaid pour payer Ah mes oui. études un samedi par mois au Full Moon. Je ne sais pas si tu te souviens de ce club de groove où il y avait des soirées dingues jusqu'à 4-5 heures du matin avec, ils appelaient ça New Experimental Groove, avec tous les musiciens de la scène bruxelloise qu'on voit jouer encore maintenant, hein, Daniel Roméo, Stéphane Galland, Bilou Deneux, je me souviens, Jeroen Van Herzeel, enfin tous ces gens, tous les débuts d'Akamoun aussi, mais qui jouaient du Maceo Parker. Et moi, j'étais barmaid là, et je travaillais aussi comme ouvreuse au Palais des Beaux-Arts, où j'ai D'accord. vu plein de spectacles absolument splendides, dont, dont, oh, dont le Mime Marceau, dans un de ses derniers shows qui était splendide. Voilà. Mais donc, c'était des années très, très, très intenses. Mais oui, j'imagine, j'imagine. Et au final, c'est aussi énormément de rencontres, des gens que tu as vus effectivement, soit sur scène, aux Beaux-Arts, soit au Full Moon, et avec qui tu as eu peut-être l'occasion de collaborer par la suite. Donc, c'est Oui, ou toujours qu'on très enrichissant. recroise. Ce qu'il y a de gai, c'est même s'il y a des gens avec qui on n'a pas avec qui je n'ai pas forcément travaillé, l'air de rien, on grandit dans la vie. Et simplement, souvent, je me dis, mais comme c'est gai de vivre, enfin, d'être contemporain, enfin, de vivre ensemble, quoi. Je sais pas comment on vit loin, évidemment, hein. Je dis ensemble, c'est pas dans mon salon, hein. Je suis pas dans... mais on vit ensemble, quoi. Quelque part, on est nés à la même période, un peu comme nous avec Recours, et si Dieu nous prête vie un peu longtemps, on partira sans doute dans les mêmes années aussi. Je trouve ça beau. On est venus ensemble sur Terre pour faire je sais pas quoi. C'est gai, ça. Moi, j'aime bien. Mais Non, oui, et donc encore une fois, ça fait un petit peu écho à ton spectacle. Donc, après nous les mouches, as-tu envie de nous en parler? J'avais retenu une phrase que je trouvais très belle dans ton dossier. Donc, c'est une pièce qui a été
faite en collaboration avec Marc Doutrepont, Brigitte Bayeux et Thomas Israël. Et il y a une phrase que j'ai extraite donc du dossier où on dit « À ces endroits où la fin d'une vie en appelle une autre à naître, où l'on rend hommage aux morts tout en tirant sa révérence à la mort, où ce qui nous terrasse se dépasse et que l'on continue à se lancer sur la piste à se lancer sur la piste de danse de la vie comme des pingouins endiablés. » Ben oui. Ben oui, ben oui, parce qu'en fait, fondamentalement, entre la vie et la mort, il n'y a pas grand-chose d'important entre les deux, à part peut-être aimer et donner la vie à notre tour. Enfin, moi, je suis extrêmement old school pour ça. Enfin, je veux dire, sur les liens fondamentaux, quoi. Puis avec un peu de chance, en étant fidèle à ce qu'on est, peut-être être un exemple ou faire bouger des choses politiquement, socialement, mais presque malgré nous. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. J'admire les gens qui font de la politique, mais tous les jeux qui vont avec ne m'inspirent guère. Tu as besoin Euh, d'authenticité. oui, fort, fort. Et dans ma vie à moi, souvent, bah, c'est de ça dont je parlais dans mon spectacle. J'ai perdu beaucoup de gens qui me sont très chers. Et souvent, enfin, par exemple, mes parents se sont mariés le jour du décès du père de mon père. Donc, le même jour, on enterre le grand-père le matin et on marie les parents l'après-midi. Enfin, moi, je trouve ça dingue, quoi. Et il y a eu plein de choses comme ça où c'était ces sentiments aussi puissants que la vie et la mort, ou l'amour et la mort, qui étaient liés en même temps ou à peu près. Et donc, c'est comment on se donne la main, comment quelque part on se fait une course relais, on se donne le flambeau et voilà. Et entre-temps, on essaye de s'aimer. Voilà. Le plus possible. Bah oui, S'aimer, c'est très beau. apprendre, se battre ce qu'on peut pour des causes justes. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, il y a ce spectacle que Guillaume Druet a écrit et mis en scène qui s'appelle Nous les grosses, qui est actuellement sur Ovio. Et donc, moi, j'ai retenu une phrase marrante de ton texte, c'est 12 avril, signe subtil. C'est au tout début du spectacle. En fait, ça m'a fait rire parce que c'est ma date de naissance, en fait. Donc voilà. Et, mais à part ça, je trouve que c'est un spectacle où on se reconnaît vraiment. Enfin, moi personnellement, je me suis reconnue dans plein de phrases que tu dis. Je trouve qu'il y a vraiment une justesse et c'est puissant. Donc voilà. As-tu envie de nous en parler? Ben ça, c'est vraiment l'actualité. Oui, Guillaume, c'est un jeune auteur, metteur en scène que je trouve absolument passionnant. J'ai rarement travaillé avec autant de connexion et comment dire, enfin, il est habité par sa matière, il est totalement habité par son texte et par ce qu'il veut en faire. Il sait très bien où il veut aller. Quand il se trompe, il est tout à fait humble avec ça. Il y a rien de, comment dire, enfin, oh, c'est très très bien compris, quoi. Il avait très très envie de travailler avec moi. Il m'a vu dans Botala Mindele, justement. Il a eu l'élégance extraordinaire, parce qu'en Belgique, on fait pas ça si souvent. On se dit vite tu, tout ça. Mais je dirais, lui, il a eu l'élégance de m'écrire un courrier absolument magnifique, torché, parce qu'il a fait des études de lettres avant, en m'envoyant son roman, parce que la pièce de théâtre était un roman avant, et en me proposant d'incarner son héroïne, et en me disant ne fais pas attention au titre, ne vous vexez pas, s'il vous plaît, lisez. J'ai éclaté de rire, évidemment. Et j'ai rencontré un artiste que je trouve passionnant et vraiment à suivre. Donc, de pouvoir jouer ces mots à lui, c'est un cadeau qu'il me fait, quoi. Et la manière dont il est venu me chercher, euh, j'ai envie de dire en me flattant, mais c'est pas flatter, c'est Avec élégance? avec élégance, voilà, avec élégance. Et à un moment donné, du coup, tu te dis, emmène-moi où tu veux, je te suis. Enfin, pourvu que la qualité soit là, mais il se fait que oui, Guillaume, c'est vraiment un jeune artiste à suivre fort, 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 je trouve. Voilà. Donc, je suis très, très heureuse. Et le spectacle va, j'espère, pas être Voilà. morné avec la période de Covid. Il trouve quelque part une petite résonance avec Ovio, même si je pense fondamentalement que le théâtre n'a rien à voir avec l'image et que le théâtre, On est d'accord. c'est une respiration commune, c'est du vivant, c'est du lien. Là, ici, maintenant, voilà, ça, y a pas. Mais bon, grâce à ça, des gens le voient et manifestement, des acheteurs, des gens vont venir, vont le prendre. Donc, on sera la saison prochaine dans différents endroits en Belgique. Si on ouvre les théâtres, enfin.
Il faut Voilà. qu'on ouvre, hein, on peut pas continuer comme ça plus Non, longtemps, non, donc non, en non, tout non, cas, vraiment. on se réjouit de le voir en vrai. Moi, c'est vrai que c'est un des spectacles que je veux absolument voir en vrai parce que, comme tu dis, sur Ovio, bah, ça donne une idée, mais on est en 2D, on n'est pas en 3D, on n'a pas le souffle, on n'a pas l'énergie des gens autour. L'énergie des gens autour. Par contre, c'était une grande leçon parce qu'on s'est vraiment posé la question de savoir si on allait le créer ou pas. Parce que c'est un spectacle qu'on a créé au mois de décembre au Théâtre de la Vie. Il devait se jouer 15 jours à ce moment-là. Et puis, confinement, enfin reconfinement, donc non. Et donc, on s'est vraiment demandé, on était en pleine répétition, enfin, je veux dire, ça casse l'énergie, quoi. Vraiment, il y a plein d'acteurs, d'équipes qui ont vécu ça, je pense, de se prendre un peu le mur, tu vois. Et il nous a fallu 3-4 jours pour ajuster. Et puis on s'est dit, OK, on travaille quand même, on construit l'objet pour nous. Et moi, c'était la première fois, en fait, que j'ai envisagé le théâtre presque comme de la musique. C'est-à-dire que l'œuvre, vraiment, j'ose dire ce mot-là, peut tenir en soi. Elle trouve son souffle et sa vitalité quand elle rencontrera ou quand elle rencontre le public, mais on peut tout à fait faire un travail entre artistes. Enfin, tu vois, parce qu'au départ, on était vraiment super déçus. On se dit, mais si on joue pas pour des gens, pourquoi on le fait? Et en fait, on le fait parce qu'on a envie que l'œuvre existe et qu'elle Oui. sera là et elle trouvera son public après. Et ça, c'était quelque part, c'est une découverte d'autonomie aussi. Moi, je me sentais beaucoup plus dépendante ouais, du regard du public. Est-ce que c'est un rapport ouais, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai découvert l'autonomie des artistes de théâtre aussi. Voilà. Oui, et puis elle trouve aussi un public qui n'irait pas au théâtre ou qui n'a pas la possibilité d'y aller, qui n'a pas, Avec la... que ce soit de façon motrice ou parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc il y a un public qui a accès maintenant à ces pièces de théâtre et qui en temps normal n'aurait peut-être pas accès. Avec la captation, c'est ça? Oui, Ah oui, oui, bah oui. Je me demande qui regarde d'ailleurs. Je me demande, est-ce que les gens qui regardent parce qu'on s'est aussi beaucoup demandé, est-ce que ça donnera envie aux gens de venir ou est-ce que comme ils l'auront vu, bah, ils ne viendront pas ou est-ce qu'au contraire, c'est pas les mêmes personnes, les gens qui vont au théâtre sont pas forcément, enfin, effectivement, je ne sais pas du tout. C'est je ne une, sais pas, mais ce serait intéressant de demander à la RTBF s'ils ont des statistiques là-dessus, oui. Pour continuer avec le cinéma, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, sauf si tu veux ajouter quelque chose par rapport au théâtre. Y a-t-il, oui, voilà, les questions que j'aime bien poser Ah mais on justement, joue c'est la semaine prochaine. ah, voilà, En fait, dis-nous. demain, on attend quand même ce grand prêchi-prêcha du Conseil de sécurité pour savoir un petit peu ce que nos chers ministres ont décidé. Je pense on est juste avant, enfin, on ne sait jamais. Nous, on joue du 8 au 13 mars au Rideau de Bruxelles, un spectacle qui s'appelle Kvetch sur Oui, l'angoisse, justement une comédie sur la peur qui est un texte de Berkoff, et c'est une production, je trouve qu'autant de coronavirus, c'est quand même joli, internationale, alors qu'on nous force à rester coincés chez nous dans nos petits appartements. C'est une coproduction suisse avec des acteurs suisses, belges et français. Et c'est super gai. C'est vraiment super gai. Donc je souhaite vraiment que le public puisse le voir. Une toute autre ambiance que nous les grosses, mais c'est vraiment gai. C'est vraiment gai. On rigole de tout ce qui nous fait peur. Vraiment, c'est bien. et qu'est-ce qui t'a plu justement dans le fait de travailler avec des Belges et des Suisses et des Français? Mais parce qu'on n'a pas tout à fait le même rapport au temps, au rythme, à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas, quels sont enfin, on n'a pas le même rapport, on partage la même langue, mais on n'a pas le même... c'est difficile à dire, le même rapport au rythme essentiellement, à comment on dit les choses, et donc et du coup même comment on travaille, c'est comment on pense, par où on commence, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui s'impose, enfin, comment on amène les choses. C'est très très gai de travailler avec des gens de cultures différentes. Ben, toujours. Il y a eu un spectacle que j'ai fait il y a des années qui s'appelait Le Collier d'Hélène, une première mise en scène de Guy Tonissen. Et là, on avait travaillé aussi avec des Français des Sénégal, des gens du Sénégal. Des Sénégalais? Ben oui, je cherchais je cherchais comment on dit des Belges, je me disais pas des Sénégal, enfin, pardon, des Sénégalais, c'est ridicule, excuse-moi. Et un Congolais, je me souviens, et puis on a travaillé avec un acteur camerounais, et même tout ça, c'était extraordinaire de voir tous ces gens qui parlaient français tous, et qui n'avaient pas
non plus du tout le même rapport essentiellement au temps, quoi, et à la manière enfin, au rythme des choses et à la manière d'exprimer les choses. Qu'est-ce qu'on dit d'abord, qu'est-ce qu'on dit après, comment, à qui, et c'est très riche de voir comment les gens travaillent. C'est pas le même et comment ça s'accorde après. Mm. Oui, bah, très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage. On va passer au cinéma, si tu veux bien. J'avais envie de te poser la question de ta collaboration. Tu as eu plusieurs collaborations avec Émilie Dequesne, notamment dans À perdre la raison, qui est aussi, figure-toi, le premier projet cinéma sur lequel j'ai travaillé. Donc moi, Mais non. j'ai vécu 7 ans en Espagne, et à mon retour d'Espagne, grâce à Gwen, une copine qui bosse en prod, Mais oui. j'ai travaillé sur À perdre la raison, mais en pré-production. Et Mais donc, alors, c'était une très belle expérience. et je pense que c'est du coup me revient le fameux bar du matin. Je pense que c'est ça, c'était cette époque-là. À mon avis, c'est ça qui nous réunissait déjà. Je suis presque. Oui, je suis revenue en 2011, donc ça peut coïncider avec ça. Donc voilà. Donc peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience sur À perdre la raison, film sur lequel tu as été nominée au Magritte, et alors en deuxième partie de questions, donc ta relation avec Émilie Dequesne, parce que vous avez eu l'occasion de retravailler ensemble plusieurs fois. Mais à perdre la raison, c'était merveilleux, c'était assez unique parce que Joachim Lafosse a eu, j'ai envie de dire, l'intuition ou l'intelligence de me proposer un rôle, un beau second rôle. Je jouais la sœur d'Émilie dans ce film-là, et moi je sortais de Melting Pot Café, donc j'étais quand même vraiment dans une bonne vibe, on va dire, mais dans une comédie tout à fait populaire, où j'étais vieillie, enfin je veux dire dans un travail de composition, dans un travail de comédie, et Joachim me propose des castings, hein, mais autour d'un rôle dramatique quelque part, enfin elle est de bonne humeur la sœur, mais bon, d'un rôle dramatique dans un film d'auteur où ça demande, Assez dramatique aussi. voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et qui demande donc, enfin c'est un autre rapport au jeu. La vérité est là, mais je veux dire c'est pas le même, c'est de nouveau pas le même diapason, c'est pas le même tempo intérieur. Et donc bah, c'était un grand cadeau. Et je me souviens la troisième rencontre audition avec Émilie. Et déjà, ça avait fort cliqué. Je ne sais pas si Joachim l'avait fait exprès, peut-être que oui, parce qu'il aime bien jouer avec les gens. Mais je me souviens qu'il avait un petit peu mordu Émilie. Et très vite, comme on jouait des sœurs, j'avais réagi comme une protectrice, tu sais. Donc j'avais, je sais plus, c'était en impro, je sais plus ce qui était sorti, mais j'avais très vite protégé Émilie. Et je me souviens que c'est peut-être là qu'il s'est dit, OK, la relation de sœurs fonctionne, au-delà de la physionomie, hein. Et puis sinon, je l'ai retrouvé sur un film de Marc Fitoussi qui s'appelle, j'ai oublié le titre maintenant, sur les assurances, je me souviens, qui était très très bien. Oui, oui. Alors, Euh, je vais essayer de te dire. Je reprends. Non, je ne l'ai pas sur ma liste, c'est mais pas oui. grave, c'est pas grave. Mais Maman a tort. Maman a tort, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'était évident de nouveau. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de respect entre nous, beaucoup d'estime. Le dernier, c'était un film avec de Laurent Heinemann sur Bloom, sur Léon Blum. Et elle Oui. jouait la belle-fille de Léon Blum. C'était de nouveau, c'était une évidence. Enfin, Émilie, chaque fois qu'on se croise, il y a. Et d'ailleurs, on s'écrit parfois. Enfin, je veux dire, il y a une vraie. Il y a une vraie reconnaissance, une vraie estime. Presque quelque chose me dit que c'est même pas encore les dernières fois. C'est possible encore qu'on se retrouve. Voilà. Mais c'est une actrice phénoménale, hein. Elle est formidable. C'est un bonheur de partenaire. Il y a des gens avec qui c'est plus compliqué. Émilie, c'est vraiment. C'est une grande interprète, une grande camarade. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. C'est un grand plaisir de travailler avec elle. Mm. Mais quand on pense à Émilie Dequesne, on pense aussi évidemment aux frères Dardenne. Et donc, tu as joué dans les films des frères Dardenne. As-tu Ouais. envie de partager avec nous ton expérience? Mais Il y a eu l'enfant. il y a eu l'enfant. En fait, il y en a eu deux. Ouais, je pense, des Oui. films des Le frères. silence de Lorna. Voilà, mais là, la scène que j'ai faite est coupée au montage. Donc, elle est dans les Ah oui. bonus du DVD. Donc, voilà, ceux qui ont le DVD. Mais je ne suis pas dans le film parce que c'était la seule scène tournée en plan séquence alors que les autres étaient découpés. Et donc, je me souviens qu'ils m'ont appelé à un moment donné pour quelque part s'excuser, ce que j'ai trouvé extrêmement élégant, de dire dans la narration du film, on n'a plus besoin de cette séquence et elle est pas traitée de la même manière, donc on ne va pas la mettre.
Alors, est-ce qu'ils ont mis ça sur le compte de l'écriture du film où j'étais naze? J'en sais rien, mais non, je crois pas, je sais pas. Mais ouais, moi j'ai joué dans L'Enfant et c'était le premier long, je crois. Je crois que c'était le premier long dans lequel j'ai joué. Je leur avais écrit et pour leur témoigner de mon admiration et surtout parce qu'ils avaient, je me souviens, c'était à l'époque de La Promesse, qui était quand même un film majeur. Je trouve qu'il Oui, reste un de mes, enfin, si pas mon préféré des frères. C'est un peu triste à dire ben avec oui, tout ce pour qu'il a moi fait, aussi. mais je l'ai vraiment, il est loin au-dessus de tous, je trouve. Oui, Et j'y avais parlé dans une émission, est-ce que c'était justement avec Philippe Reinhardt à l'époque, une émission, il disait que si leur premier film n'avait pas marché, enfin leur deuxième, qui était La Promesse, parce qu'avant ils en avaient fait un, j'ai oublié le titre, mais qui n'avait pas du tout rencontré son public, dans des contraintes de production internationales où ils ne se sentaient pas libres. Et après, ils ont ramené leur volonté de tourner avec une équipe liégeoise, avec des gens qu'ils connaissaient, avec voilà, des gens qu'ils avaient choisis en plus petit comité. Ils ont dit, si ça n'avait pas marché, je pense qu'on aurait arrêté le cinéma parce qu'on ne voulait plus dépenser d'argent public sans arriver à aller au bout de ce qu'on voit, quoi, au bout d'une démarche. J'avais trouvé ça d'une nullité folle, sachant qu'ils venaient de faire La Promesse, qui était absolument incroyable. Et donc, je leur avais écrit ça. Et ils m'avaient convié à cette audition pour L'Enfant. C'est un beau ah, c'est souvenir. super. Ah oui, c'est super. C'est un beau cadeau, en effet. Oui, Mm. je suis d'accord avec toi. La Promesse est un film magnifique et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'attendais rien en fait, et j'ai été vraiment éblouie. Et j'ai Oui, trouvé Jérémy Régnier là-dedans incroyable. On a vraiment envie de le prendre dans ses bras, de le consoler. Il a une intensité vraiment forte. Donc je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est très élégant de la part des frères Dardenne déjà d'avoir répondu à ton courrier et d'avoir donné cette suite-là. Ils auraient pu juste se contenter de dire oui, merci. bien sûr. Et publiquement aussi, je trouve, d'assumer, de se dire, ils ne voulaient pas continuer à tout prix, quoi. Il fallait arriver enfin, c'est-à-dire un sens de ce qu'est l'argent public. C'est pas juste Oui, pour se gargariser, c'est pas juste pour faire ce que j'aime, c'est pas juste, c'est à un moment donné, j'ai une œuvre à transmettre, je la pressens, je la sens, et si je n'arrive pas à la coucher, je vais faire autre chose. Moi, j'y crois pas, c'est des cinéastes avant tout, mais qu'il l'ait dit, qu'ils aient, voilà, encore un regard. À l'époque, je me disais humble sur le travail, que c'était pas juste, oui, je fais des films, enfin, je sais pas. oui. Je trouvais ça très très beau. Voilà, j'ai besoin d'avoir mon sujet et la manière de le raconter. Donc la bonne équipe, le bon, je trouvais ça très très, enfin c'était très inspirant. Ils le sont toujours d'ailleurs. Oui, Et comme lien que je peux faire, d'ailleurs, l'équipe technique, beaucoup de membres de l'équipe technique des frères étaient sur la série Opéra qu'on oui, a tourné récemment, enfin qui a été postposée aussi, hein, parce que c'était Covid aussi. Et donc elle devait se tourner pendant le premier confinement, et puis ça n'a pas pu. Et donc ça a été tourné là à la rentrée, la fin. Et la plupart des gens de l'équipe technique de Liège étaient les gens de l'équipe des frères. Donc c'était un bonheur de les retrouver. ah Les bah c'est chouette. Benoît, ouais. Et t'as aimé ton expérience sur la série L'Opéra? Oui, oui. Ah oui, oui, ça je me réjouis qu'on voit. On m'a donné le rôle d'une avocate. De nouveau, c'est pas si fréquent. Un rôle sérieux, mais déterminé, avec une très très belle énergie. J'ai adoré ma partenaire. C'était Ariane Labed qui joue l'héroïne de la série. Raphaël Personnaz, qui est le directeur de Oui. l'opéra. On avait pas mal de scènes ensemble et non, très très bien. Super écriture, super sujet. Les petits rats de l'opéra. Moi, petite, je Ben sais pas voilà. quoi. Je rêvais d'être danseuse comme plein de gens, enfin comme plein de petites filles. Ben oui. Je dansais le lac des cygnes avec les combinaisons de ma grand-mère sur la tête. Enfin, tu sais. Non, 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 oui, très très bien. Un beau second rôle là aussi. Je suis très contente Ah, d'avoir fait ça. très Et bien. puis une gentille. Justement, tu parles de ta grand-mère. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais? Non, non, et puis une gentille. J'aime bien changer de couleur de personnage. Et maintenant, j'ai joué quelques. Enfin non, j'allais dire quelques méchants, mais en fait de tout. Mais là, c'est une gentille, déterminée, cette avocate, et ça me faisait plaisir de revenir à un personnage comme ça. Parce que j'ai joué des filles plus
plus dramatique ou plus trouble avant. Ça me faisait plaisir de revenir à un personnage comme ça. Très bien. Justement, tu as cité ta grand-mère. Euh, j'avais envie de faire un lien avec Melting Pot Café parce que tu disais dans une interview que ta grand-mère a été tenancière de café également du côté de Bastogne, c'est ça? Ou je me trompe Ah, de point? ouais, mais c'est juste, merci d'y t'intéresser si fort j'ai envie de dire, à la petite histoire, à l'histoire fondatrice. Oui, Bastogne, parce c'est la que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. C'est un peu la raison pour laquelle je fais aussi ces conversations parce que j'aime bien ces moments-là. J'aime bien le storytelling. Puis faire le lien, quoi, c'est pas si souvent. Bastogne, c'est là où a grandi mon père, mais ma grand-mère, donc qui tenait le café, c'est en Ardennes aussi, mais c'est pas Bastogne, c'est dans un D'accord. petit village qui s'appelle Forières, que personne ne connaît, je pense, qui est près de Rochefort, Marché Saint-Hubert, et qui s'appelait Au Bienvenu. Voilà. Et Et donc elle pour toi de avait, tenir ce rôle de tenancière, donc Madame Astrid dans le Melting Pot Café, ça a été, j'imagine, une grande émotion parce que je sais que tu es quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux émotions. oui, oui, en tout cas de faire des liens, j'avais l'impression de bon, ça va devenir un peu ésotérique, mais j'avais l'impression de résoudre les nœuds de ma grand-mère en jouant ce personnage. C'est comme si ça sautait une génération. Je trouvais que ça n'avait un peu, enfin, quelque part, j'avais pas vraiment l'âge. Bruxelloise, oui. Prendre un tempérament, oui. Mais, et puis actrice, voilà. Je me suis quand même demandé pourquoi dans ma vie, cette femme. Et c'était tellement. Ma grand-mère a élevé seule sa fille parce qu'elle a perdu son mari très jeune, elle avait un jukebox aussi, tout pareil que Madame Astrid. Et j'avais la sensation, elle rêvait d'être violoniste, mais vivant à la campagne, aînée d'une famille de 4, pas beaucoup, mais bon, de 4 quand même. Elle n'a pas pu finir ses études, elle a dû arrêter à 14 ans pour aller travailler comme bonne chez le médecin du village, arrêter le violon alors qu'elle adorait ça. Elle avait vraiment un tempérament de, je pense, d'artiste, ma grand-mère. Et de jouer ce rôle de Madame Astrid, elle était tellement fière et j'avais l'impression que ça lui ressemblait fort que oui, c'était comme si je pacifiais son nœud à elle, quoi. Quelque chose comme ça. J'ai l'impression de dénouer quelque chose de ma grand-mère. Et que gardes-tu comme souvenir de cette époque-là? Parce qu'il y a quand même eu 3 saisons, ça a été une série à succès qui a été retransmise dans plusieurs pays, notamment grâce à la TV5, etc., avec quand même des comédiens chouettes. Que gardes-tu de tout ça? Tellement, tellement de choses. Tellement de choses. C'était. Ouais, c'était sur 4 ans. C'est un peu loin maintenant, hein, mais Oui. comment dire, je reçois encore des messages de gens qui revoient la série et qui disent qu'ils aiment. Il y a eu un Louis Morissette hier sur Facebook, par exemple, tu vois, qui était un vrai marolien et qui dit: oh, je suis si content de vous retrouver, des vrais maroles, merci, ça fait si longtemps, merci de nous avoir fait tant rire et toucher tant avec une série aussi authentique. Voilà, donc le grand souvenir, c'est d'avoir touché vraiment des cœurs, d'avoir eu la sensation de faire un objet complètement atypique, d'être à la fois dans l'humour et à la fois dans une certaine vérité. Il y avait un Euh, esthétisme aussi, parce que tu es très belle, oui, t'es très bien coiffée, tu as ces manteaux d'une certaine époque. J'imagine que ça doit être aussi très agréable d'être dans ce décor, dans ces costumes. ben, on avait envisagé ça un peu comme des personnages de bande dessinée. Et c'est vrai que c'était gai de. Tu vois, genre que tu les reconnais comme un Lucky Luke au profil, à la coiffure, tu vois, on s'était dit chaque personnage est vraiment croqué ouais, comme un personnage de BD. Et ça le faisait, je crois. J'ai des grands souvenirs d'improvisation à la place du jeu de balle avec les gens, parce que la caméra tournait et ils nous laissaient en roulis, donc on savait que la situation était, je sais pas moi, qu'est-ce qui me revient? Ah non, mais ça c'était au Paris de Saint-Gilles, mais Madame Astrid qui se lance en politique, elle va distribuer des tracts sur le marché. Ben voilà, elle va distribuer des tracts sur le marché, mais j'allais vraiment distribuer des tracts que la déco m'avait donnés et arrivaient des scènes avec les vrais commerçants qui ne savaient pas, enfin je veux dire, après on leur demandait s'ils étaient d'accord d'apparaître dans la série ou pas, mais je veux dire, c'était de l'impro. Je me souviens d'un rang de petits enfants dans la rue haute aussi, avec qui on avait joué, Patrick Spadry et moi. Je me souviens comme lui, c'est un flic, on arrêtait les voitures dans la rue, mais c'était pas prévu non plus, juste pour une scène de je ne sais plus quoi, moi, de
poursuite, je sais plus. Mais j'adorais ces moments où on mélangeait cette fiction et cette réalité, ces personnages qui étaient si bon enfant, si drôles, et qui tout d'un coup, un peu faux, enfin faux, vrai dans le sentiment, mais un peu faux dans. Je nous vivais un peu comme des Mickey ou je ne sais pas, enfin tu vois, un peu. Et qui interagissaient dans la réalité, quoi. C'était super drôle. Des Oui, gens donc il y qui. a toujours un peu cette frontière très fine entre la réalité et la fiction. Finalement, vous Ça, mélangez un peu les j'adore. deux. Ça, j'adore. Comme le matin, souvent quand on ouvrait le café, donc le café pour tourner, hein, qui était pas. Mais il y avait des gens qui ouvraient, qui disaient, on peut venir prendre un verre. Et le réalisateur était tellement sympa et ben, nous aussi que pour rire, je disais ben oui, et je leur servais une bière, tu vois, parce qu'on avait vraiment une pompe. Des grandes soirées kicker avec l'équipe en fin de journée. On a vraiment beaucoup, beaucoup ri et beaucoup. On travaillait dur, mais on s'amusait beaucoup. C'était une très, très bonne énergie. Puis j'ai perdu ma maman sur Mm. la deuxième saison. Donc ça aussi, c'était intense, parce qu'ils ont été formidables avec moi tous. Vraiment, une grande équipe à la fois professionnelle et solidaire. Et Il y avait humaine. des. Ouais, ouais, vraiment. Et puis les acteurs, Tsila, évidemment, Tsila Shelton, qui est partie maintenant, mais avec qui c'était si gai de jouer, et que j'ai senti partir. La nuit où elle est partie, je me suis réveillée. J'étais en Espagne, je me souviens, je l'ai senti. Et j'ai appelé Jean-Marc le matin et qui m'a dit oui, Tsila est partie. Ou c'est lui qui m'a appelé. Je pense que c'est lui qui m'a appelé en fait. Mais je l'ai senti. Donc oui, il y avait des connexions fortes entre nous quand même. Salvatore Oui, Adamo, oui. que je vois encore, qui est venu voir après nous les mouches. Non, non, c'est gay. C'est Catherine Burniot. Non, non, c'est des grands souvenirs. C'est des grands souvenirs. Jean-Luc Gossens, le scénariste. Une des déceptions, entre guillemets, à l'époque, c'est que, enfin maintenant plus, mais on a fait 3 saisons et il y en avait 5 possibles. Enfin, en tout cas, qui étaient préécrites. Et la direction de l'RTBF a changé. À l'époque, c'était Yves Bigot qui était le directeur des programmes. François Tron a pris la relève et il a décidé de ne pas continuer le programme. Enfin, de ne pas continuer la série. Alors, bon, peut-être qu'elle baissait un peu de. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est un peu comme en politique. Ils ne voulaient pas finir les travaux quelque part que le premier avait commencé. Ça, on se dit un peu, oh, c'est dommage. Voilà, c'est Oui. dommage. Mais ça a amorcé, je pense, la grande vanne de. Série. Oui, alors ça n'a pas été assumé comme ça, parce qu'après arrive le centre du cinéma, après arrive effectivement un nouveau directeur des programmes qui relance des nouvelles choses, qui arrive, voilà. Mais je crois vraiment que le succès de Melting Pot Café a convergé, il n'y avait pas encore Facebook et tout ça, mais a convergé avec l'avènement des séries américaines, anglaises, tout ça qui venait, et je pense qu'ils se sont vraiment dit, allez, allez, on peut le faire aussi, quoi. Oui. Et après arrivent toutes les nouvelles séries coproduite avec le Belge. cinéma belge, oui, belge Oui. francophone, hein, parce que les Flamands, ils le font depuis longtemps. Hein, mais. Oui, effectivement. Oui, je voulais juste citer quand même le film Prêt à tout, où on retrouve encore une fois Aïssa Maïga que tu avais. Bah non, en fait, Bienvenue à Marly-Gaumont, c'était avant ou après Prêt à tout? Du coup, j'ai un C'était doute. après. D'accord, C'était avant, et Bienvenue à Marly-Gaumont, c'était après. Donc, voilà. j'avais déjà rencontré Aïssa et qui était déjà devenue une amie. C'est devenu une amie, Aïssa. Quelqu'un que j'admire énormément, une femme vraiment formidable. Et ouais, bah, Prêt à tous, c'est ça. D'ailleurs, le grand souvenir de Prêt à tous, c'est la bande de copines, quoi. C'est Fadila, Aïssa et moi. On a vraiment bien cliqué dans la vie aussi. Oui. Et alors, il y a le film Sawa de Adolphe El Assal qui s'est tourné au Luxembourg, pour lequel Ouais. tu as aussi eu un rôle. Il y a Mourad Zegendi, il y a Eric Kabongo. J'imagine que c'était aussi une aventure particulière. Oui, oui, non, ça c'était. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'Adi est. Enfin, comment dire, il se rend pas compte que c'est difficile. Il fait les choses Oui, avec un instinct et j'ai envie de dire une nature là où souvent on pourrait se dire oui mais attention il y a ça puis ça puis ça. Adi El Assal il plonge quoi, donc il écrit, il réalise, il produit, il fait avec des amis, il fait avec la famille, il fait et donc il y a un côté extrêmement brut et bon enfin et joyeux de l'artisanat qui est formidable. Voilà, donc j'ai un souvenir de ça et aussi je me souviens que le rôle principal, Kassem,
Karim Kassem est une star égyptienne, quoi. Donc ça aussi, tout ça remet les choses en perspective. C'est comme lui, il est suivi par des milliers de gens sur ces réseaux sociaux. C'est vraiment des milliers de gens. Et ici, il n'est pas connu. C'est un peu comme, je me souviens d'avoir joué dans le Collier d'Hélène avec Bissot, Awa Sensar, qui est une actrice sénégalaise absolument incroyable, qui fait la voix de la sorcière dans Kirikou notamment. Et elle aussi, c'est un peu la Gianni. J'adore que tout ça soit remis en perspective, mais j'ai croisé des gens, des gens avec qui tu sens, et ça se voit, c'est un plaisir de travailler avec des artistes comme ça. Donc Adi et la salle vient de dire merci Stéphane, hâte de continuer l'aventure. Ça tu sais. Coucou Adi. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça aussi? Puis c'était Guéjou en anglais. Oui. Et alors la petite histoire sur Sawa, qui est quand même, je trouve on m'a demandé à un moment, alors j'aimerais bien, Adi, si tu es là, ne plus crier, hein, si c'est possible, ne plus crier. Mais je dirais à part ça, voilà, c'est juste une parenthèse, parce que mon personnage, comment elle s'appelle, Nadia, s'énerve sur son amant, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui fait un peu n'importe quoi chez elle, hein, comme bien souvent les hommes un peu pas très bien intentionnés, hein, ou un peu sale gosse. Et fâchée, elle descend les escaliers de sa maison et elle jette une bouteille sur le pare-brise du camion de son gars qui s'en va avec le héros. Et j'avais 3 bouteilles à pouvoir casser. Et la caméra était à l'intérieur du camion, il fallait que ça tombe dans un axe pour que ça se voit, pour que dans le plan ça se voit et qu'on ait quand même qu'on me voit, je pense, et qu'on ait les 2 têtes des personnages. Enfin, il fallait viser, quoi. Et moi, j'ai jamais fait de tir à l'arc, par exemple. Hein. Et ça, je me souviens que c'était dingue. Et c'était des bouteilles en faux verre. C'était comme une espèce de sable. Ça, c'est dur, mais si tu tombes, ça tombe tout de suite. Mais j'en avais pas beaucoup. C'était drôle. Et je pense que j'en avais 3 ou 4 à tout casser. J'en ai loupé 2. Il y en a une bien. On a fait, oui, c'est bon. Voilà. Mais donc ça, c'était pour la partie cinéma. On va clôturer en parlant de ta carrière de chanteuse, parce que je crois que certaines personnes ne savent pas que tu chantes, tu as une voix magnifique. Donc tu as eu quand même quelques expériences dans le milieu de la chanson, si tu as envie, hein, on n'est pas obligé d'en parler. On peut, mais disons, carrière, j'ai chanté, pas de manière confidentielle, mais un peu... j'ai envie de dire entre nous, en petit comité, quoi, dans une salle qui était grâce à Benoît Jovenot, qui m'a fait confiance à la cellule 133 et à la soupape chez Michel, qui est décédé malheureusement et qui a rencontré et découvert plein de chanteurs francophones et qui m'a fait confiance aussi. Et je pense qu'en musique, le meilleur est à venir. On vous prépare. Ah, très bien, quelle bonne nouvelle. Oui, je travaille avec des gens passionnants et donc ce sera, je pense, pour la saison prochaine. Très bien, donc tu nous tiens au courant, évidemment, on a hâte. As-tu envie d'ajouter quelque chose? J'ai envie d'ajouter que merci Isabelle de prendre le temps de rencontrer les artistes et de nous laisser nous exprimer dans la détente. Merci d'aller au public dans ces temps de confinement. Bon, on ne confine plus vraiment, mais bon quand même. Et merci de nous aimer comme tu le fais. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci en tout cas à toi. Vraiment, c'était un plaisir et je savais que ça allait être un plaisir et je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent sont très contents de t'avoir écouté. On a vraiment hâte de te voir au théâtre et de te voir chanter et de savoir un peu ce que tu deviens par la suite. Mais moi, c'est ça, c'est le public. On a besoin de vous. C'est vraiment bête, mais merci. C'est pas bête du tout, justement. C'est pas du tout bête. Au contraire, justement, cette période de confinement nous fait prendre conscience à quel point ce qu'on pensait être acquis ne l'était pas, en fait. Donc, ça nous amène à revenir à l'essentiel. En tout cas, je voulais remercier. Donc, je te remercie encore une fois et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, comme vous savez, je suis sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait plaisir. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouvel invité pour une chouette conversation, toujours aussi passionnante. Encore merci et gros bisous. Bisous Stéphane. Bisous.